Bonjour à toutes et à tous. C'est une émission spéciale que je vous propose aujourd'hui, une émission en partenariat avec les Arts et Métiers qui organisent pour la première fois cette année une cérémonie pour la transition énergétique. Quels ingénieurs pour l'industrie du futur, quelles compétences pour inventer une industrie décarbonée sont les questions que l'on va aborder ensemble. D'abord avec Pierre Ménard, le président du think tank Arts et Métiers. Ensuite, on va confronter l'expérience d'une grande entreprise, IBM, et celle de l'École des Arts et Métiers. Qu'attendent-ils des jeunes diplômés? Pourquoi les ingénieurs ont-ils un rôle majeur à jouer dans la transition écologique de nos sociétés? Et puis on terminera avec l'un des lauréats du concours. Il viendra nous présenter son projet autour de l'hydrogène. Voilà pour le sommaire. Transition énergétique, ingénieur de demain au menu de Smart Impact aujourd'hui. Bonjour Pierre Ménard, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le président du think tank Arts et Métiers. Vous publiez un rapport sur les ingénieurs de cette industrie du futur. Et puis dans l'interview qu'on va mener ensemble, vous allez aussi vous appuyer évidemment sur votre expérience personnelle de chef d'entreprise. Qui avez-vous sondé, rencontré pour écrire ce rapport sur les ingénieurs du futur? Des patrons, justement, notamment? Il faut peut-être, oui. Alors, des patrons, des gens très divers, en réalité, parce qu'il faut peut-être expliquer que ce think tank a une double mission. Il a une mission qui est une mission d'intérêt général de présentation, je dirais, des idées prospectives sur l'industrie, sur les technologies. Première mission. Et puis une deuxième mission, c'est à partir du matériel, des matériaux, je dirais, recueillis dans cette première phase, apporter des idées, faire des propositions à l'École des Arts et Métiers pour son propre développement. Donc, et pour faire atteindre cette double mission, on a mis en place une instance toute simple qui est un conseil d'orientation d'une quinzaine de personnes constitué de personnel de l'école, également des alumni des arts et métiers, et puis de personnalités extérieures, comme moi, par exemple, qui ne suis pas un ingénieur des arts et métiers. Et ce conseil d'orientation a pour rôle de définir des thèmes de réflexion qu'il confie, et c'est le deuxième élément, qu'il confie à des groupes de travail, groupes de réflexion, et ces groupes de réflexion sont animés là aussi par un binôme école-alumni, est composé de gens, alors je reviens à votre question, de l'extérieur. Ils travaillent sur les interviews, bien sûr, alors des gens célèbres, des gens opérationnels, très compétents mais moins connus. Ils travaillent sur des bibliographies, bien sûr, et ils travaillent aussi avec des sondages. Il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des sondages soit publics qui existent dans le grand public, donc soit des sondages spécifiques qui ont été montés pour cette opération. Et donc tout ceci aboutit à, pour chacun des thèmes, à un rapport qu'on met sur notre site internet think tank Arts et Métiers. Pour l'instant, un est en ligne, le deuxième va l'être dans les jours qui viennent, et il y en a deux qui vont suivre. Et donc, dans ce rapport sur les ingénieurs de l'industrie future, si vous deviez faire ressortir quelques lignes directrices, quelques points communs, d'abord sur le constat, ensuite on verra quelles propositions vous faites, mais sur peut-être les attentes des chefs d'entreprise, par exemple, qu'est-ce que vous diriez? Alors, je crois que les chefs d'entreprise ont besoin de personnes formées, puisqu'il s'agit d'ingénieurs, il y a évidemment d'autres types de recrutements qui sont nécessaires pour gérer une entreprise. Bien sûr. Là, je focalise sur les ingénieurs. C'est notre thème aujourd'hui. Les ingénieurs, ils doivent s'appuyer sur un socle de connaissances scientifiques solides. C'est incontestable. Ce socle, c'est un socle de connaissances, comme je l'ai dit, mais aussi une méthode, c'est-à-dire une méthodologie. Sur beaucoup de sujets, on entend parfois des choses un peu approximatives qui peuvent parfois agacer les gens compétents. Les ingénieurs des arts et métiers sont des gens qui ont un bloc scientifique extrêmement solide. Mais ça, on peut dire que c'est une réalité depuis très longtemps. Qu'est-ce qui change? Peut-être une capacité d'adaptation, une agilité plus importante qu'avant? Oui, alors ça, c'est les grands éléments nouveaux. On parle maintenant, on parle de soft skills, c'est-à-dire, à côté de ces hard skills que je viens d'évoquer,
évidemment, l'élément majeur aujourd'hui d'évolution, c'est la nécessité de soft skills. Certains disent même que maintenant, ça devient majeur. J'irai pas jusque-là, nous n'irions pas jusque-là, parce que le premier est une condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Donc, il faut que les ingénieurs soient créatifs, aptes à travailler en groupe, à travailler à l'international, à travailler de façon multidisciplinaire, de façon davantage transversale. Tous ces éléments-là deviennent clés et viennent s'ajouter à ce que vous appeliez, ce que j'ai appelé tout à l'heure, le bloc scientifique. Qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement des écoles en général, des arts et métiers en particulier? Il faut insister sur l'autonomie, sur la capacité, apprendre aux étudiants à être de plus en plus autonomes. Ça fait partie du cursus d'une certaine façon. Absolument. L'autonomie est une des caractéristiques qui est recherchée par les entreprises d'aujourd'hui. Alors, en fait, la difficulté, c'est que les entreprises ont des besoins qu'on vient d'exprimer là, très rapidement, mais les jeunes générations ont des attentes. Et la difficulté, évidemment, c'est de faire en sorte que les entreprises, pour bien fonctionner, elles ont besoin de gens motivés, et donc il faut aussi... Il faut faire coïncider les attentes des uns et les aspirations des autres. Absolument, et ça c'est un point clé. Et alors, le point qui m'a le plus frappé dans toutes ces réflexions, c'est que en réalité, quand il s'agit des grandes questions actuelles, le climat, l'environnement, le développement durable, il y a une appétence très forte des jeunes générations sur ces sujets. Et justement, les gens qui sont formés pour apporter des solutions concrètes sur ces grands thèmes, parce que, évidemment, résoudre les problèmes d'environnement, ça passe par le comportement de tous. Mais ça passe aussi par l'innovation, les réponses techniques aux problèmes posés, et les ingénieurs sont acteurs clés. Et du coup, et ça c'est je crois un point marquant, du coup, cette recherche de sens qui est beaucoup demandée par les jeunes générations, elle trouve là un point d'application, parce que si vous êtes un acteur pour résoudre ces problèmes complexes liés au climat, vous donnez du sens à votre mission. Il faut aussi que les entreprises, évidemment, prennent en compte cette attente des jeunes générations. Ouais, alors il nous reste un peu plus de 3 minutes, ça passe vite, mais je voudrais qu'on insiste pour terminer sur les préconisations, parce que dans ce rapport, il y a des préconisations, vous nous l'avez dit, comme dans chacun de vos rapports. Et là encore, on se concentre un peu sur le monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous préconisez, si vous deviez faire ressortir une ou deux propositions? Alors, il y a une première proposition qui est évidemment de préparer les étudiants, au-delà de la formation scientifique et technologique, aux soft skills que nous avons évoqués tout à l'heure. Il y a un autre élément qui est que ces jeunes ingénieurs, ils ont besoin de sens, je l'ai dit, mais ils ont besoin aussi d'engagement, d'immédiateté, de gérer un projet qui donne des résultats, et pas de s'engager dans une organisation à tendance bureaucratique. Donc, il faut développer, bien évidemment, toutes les formations qui tournent autour des projets. Il faut développer ce qu'on appelle le learning by doing. Je crois que vous l'évoquerez un peu plus tard. Ça c'est un point absolument clé. Il faut aussi que, très concrètement, si vous voulez que l'ingénieur soit un acteur des défis environnementaux et sociétaux, il faut que dans l'organisation même de la formation, vous ayez la place pour que sur chaque projet, on explique les enjeux en termes d'environnement et de développement durable. Donc, je vous donne un exemple. Les arts et métiers viennent de modifier leur système d'organisation de la recherche. Eh bien, l'un des objectifs, c'est justement de prendre en compte dans la recherche de façon prioritaire les questions environnementales et sociétales. C'est des recommandations que nous avions faites et qui sont reprises par l'école. De même que, j'insiste là-dessus, de même que Arts et métiers maintenant s'appelle Arts et métiers, sciences et technologies. Pour bien montrer que, quelque part, c'est un peu un MIT à la française, si je puis dire. C'est une des questions que je vais poser dans le débat juste après, mais je voudrais quand même vous entendre là-dessus. Comment on peut former à des métiers qui n'existent pas encore ? Écoutez, le privilège des formations d'un certain niveau, si je puis dire, c'est qu'on a des bases solides qui permettent de s'adapter. Si en plus,
à travers tout ce qu'on a dit sur les soft skills, on développe un certain nombre de capacités d'analyse, d'adaptation, eh bien, les gens qui ont un socle solide, pour peu qu'ils soient motivés parce qu'il y a une vision à laquelle ils adhèrent, ils sont capables de s'adapter. Et ils seront capables de s'adapter à des métiers qui n'existent pas encore et qui Absolument. apparaîtront dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci Pierre Bénard. On va continuer évidemment, on va plus loin maintenant en confrontant les attentes des arts et métiers, mais aussi d'une grande entreprise IBM. Et on continue d'explorer notre thème du jour. Quels ingénieurs pour l'industrie du futur? Quelles compétences pour inventer l'industrie décarbonée? J'accueille Claire Ehrenschmidt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge des relations universitaires chez IBM France. Bienvenue également à Laurent Champanet. Bonjour, le directeur général des Arts et Métiers. Laurent, je commence avec ce concours, cette cérémonie des Arts et Métiers pour la transition énergétique. C'est une première. Pourquoi vous l'avez créée? Alors, c'est une première. Elle a été créée à l'initiative des étudiants, en remplacement d'un gala annuel des arts et métiers. Et ça permet de faire le pont entre des attentes des étudiants, je pense qu'on va en reparler après, des projets qui existent dans la formation, et puis un événement festif qui était un gala, qui a été remplacé pour mettre en visibilité l'école. Et donc du coup, c'est sur certains thèmes que sont la mobilité, l'industrie et le patrimoine immobilier, des projets d'étudiants encadrés par des enseignants et enseignants-chercheurs de l'école, qui donne lieu à un jury, une sélection, un prix et une remise de prix qui aura lieu mercredi soir. Alors, j'en viens au thème, quels ingénieurs pour l'industrie du futur? Je disais à l'instant, dans la première partie de l'émission, que c'est quand même compliqué. On vous demande de former à des métiers qui n'existent pas encore. Exactement, comme l'a dit Pierre Ménard, nous, on a un rôle compliqué d'être à l'interface entre les attentes des étudiants et les attentes des entreprises, et des attentes d'entreprises qui évoluent extrêmement vite, des attentes d'étudiants qui évoluent extrêmement vite. Et comme vous le dites, des métiers qui n'existent pas encore, donc un besoin d'adaptabilité énorme de ces jeunes générations. Mais ils en ont le potentiel, donc ils vont s'adapter. Oui, et puis Pierre Ménard disait ce socle scientifique, évidemment, ça semble être la base, mais Claire Ehrenschmidt, on a préparé l'émission ensemble, on s'est parlé quelques minutes, vous dites que c'est crucial pour les entreprises, et particulièrement pour IBM, que les jeunes restent passionnés par la science. Pourquoi vous dites ça ? Alors aujourd'hui, vu les enjeux du monde actuel et à venir, autour de l'environnement, mais pas seulement, de la santé, de l'agriculture, comment nourrir une population qui augmente, de l'énergie, on a besoin de jeunes qui fassent des sciences et qui approfondissent les sciences. Et chez IBM, il y a même une campagne qui a été lancée qui s'appelle Urgency of Science pour justement inciter les jeunes à développer une appétence pour la science. Moi, je trouve que beaucoup de jeunes ingénieurs, parfois, ont envie de faire des doubles diplômes, se précipiter tout de suite vers le management, le business. Et à mon sens, notre monde a vraiment besoin de scientifiques et de techniques. On aura plus besoin d'ingénieurs que de marketeurs ou que... Aujourd'hui, oui, de scientifiques et de gens passionnés par la technologie et les sciences en général. Et vous dites, Laurent Champanet, que c'est une aventure que vous proposez à vos étudiants. Pourquoi vous employez ce mot? Alors, je ne suis pas tout seul à la proposer. Pour moi, c'est la société qui propose cette aventure parce que, en gros, il faut sauver le monde. Voilà. Avec effectivement, il faut lever un tas de verrous scientifiques et techniques. C'est pour ça qu'il faut effectivement une formation solide dans ce domaine-là. Il faut une envie extraordinaire. Et je pense que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas proposé une telle aventure à une génération. Et comme vous venez de le dire, les ingénieurs ont un rôle clé dans cette capacité à lever ces verrous scientifiques et technologiques. Alors, quelques infos, quelques chiffres sur les arts et métiers. 11 sites, 8 campus et 3 instituts, 149 universités étrangères partenaires, environ 6 000 étudiants formés chaque année. Est-ce que ces élèves, Laurent Champanet, qui arrivent aux arts et métiers chaque année, est-ce qu'ils arrivent avec des convictions écologiques mais bien ancrées? C'est très clair. Et beaucoup d'entre eux sont même passés à l'action. C'est des militants qui ont transformé leur vie, qui expriment leurs conditions dans leur vie et qui attendent que tout de suite, dans la vie à l'école, on ait aussi changé les choses. Alors nous, on est une institution publique qu'après 250 ans d'histoire, on bouge un peu moins vite qu'eux. Et on a effectivement ce rôle un peu compliqué de faire qu'ils gardent ses convictions, parce que les entreprises en ont besoin, mais qui prennent un peu, qui considèrent la réalité, qui deviennent un peu plus pragmatiques,
pour pouvoir effectivement aller changer des entreprises. Donc garder leurs convictions, mais tout en se rendant compte que le changement, c'est pas si simple. Oui, mais ça veut dire qu'il y a parfois aussi des a priori, ce qui est normal, on en a tous, et qu'il faut un peu quand vous dites pragmatisme, c'est cette idée, il faut leur ouvrir les yeux peut-être sur la réalité du monde de l'entreprise. Sur le fait que certains étudiants ont dit « moi je refuse absolument d'aller dans telle entreprise ». On essaie de leur dire, ça serait peut-être bien d'aller voir l'entreprise, d'aller déjà se rendre compte que l'entreprise, elle a conscience de ses difficultés et de son impact environnemental. Elle a souvent des solutions à mettre en œuvre et elle a besoin de jeunes pour les mettre en œuvre, pour faire changer la dynamique de l'entreprise. Donc elle a besoin de leurs convictions. Oui, l'important, c'est peut-être le chemin plus que la situation actuelle. Claire Ehrenschmidt, qu'est-ce que vous attendez des jeunes diplômés qui rentrent chez IBM? Alors on les voit effectivement arriver avec leurs convictions et je dirais nous attendons qu'ils nous bousculent aussi, qu'ils proposent leurs idées. Et chez IBM, on a eu beaucoup de jeunes recrues ces 3 dernières années et ils arrivent avec des initiatives comme par exemple faire changer les machines à café pour que vous puissiez mettre votre gobelet et le café est plus cher si vous ne mettez pas votre gobelet, changer les poubelles pour pouvoir recycler ses affaires. Former, ils sont en train de préparer des formations pour former les collègues aux enjeux de l'environnement. Et pour ma part, dans le cadre des relations avec les grandes écoles et les universités, nous mettons à disposition des collaborateurs pour des actions dans l'enseignement supérieur. Et ben, il y a un petit groupe de jeunes recrues qui sont venus me voir en me disant voilà, on voudrait proposer une formation sur l'éco-conception et le numérique responsable. Ils sont conscients que le numérique est à la fois peut-être le problème, mais aussi une énorme partie de la solution. Et ils veulent vraiment sensibiliser les autres étudiants à ces enjeux-là. Et je dirais aujourd'hui, je constate qu'ils sont écoutés avec bienveillance par la direction qui encourage ces initiatives. C'était la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire que quand des étudiants arrivent en disant « Bon, écoutez, chez IBM, vous êtes bien gentil, mais on va créer une formation sur le numérique responsable », comment vous réagissez? Personnellement, parce que ça m'a été proposé, j'ai dit oui, tout de suite. Ils ont déjà déroulé une fois leur cours et on est en train de planifier d'autres interventions. Et le COMEX d'IBM France les écoute avec bienveillance, parce que les mesures qu'ils mettent en œuvre n'ont pas été mises toutes seules. Ils sont une vingtaine de jeunes très actifs et puis ils entraînent derrière eux, ils sont à plus de 200 qui suivent et qui sont actifs aussi. Laurent Chopanet, vous l'avez un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui ont déjà aujourd'hui plus de difficultés à recruter à cause d'une image environnementale notamment dégradée? C'est clair qu'il y a des secteurs industriels, les industries de première transformation, la sidérurgie, la production de ciment, de béton, qui sont... On parle souvent de Total, l'extraction de ressources pétrolières ou minières, qui sont vraiment considérées comme des entreprises très polluantes. Et on a, nous, arts et métiers, sur ces champs-là, qui sont un peu nos champs historiques, un travail important à faire pour amener ces jeunes à aller se rendre compte que tous ces industriels-là, ils ont un plan, ils ont des dates clés sur la réduction de leur impact environnemental, de leur empreinte carbone. Et ils ont vraiment, vraiment besoin de jeunes. Et il y a vraiment des métiers passionnants chez ces industriels. La notion de communication des grandes entreprises, notamment en matière de RSE, on en parle ici tous les jours dans cette émission, c'est évidemment un enjeu majeur. Claire Ehrenschmidt, il y a 2 semaines, IBM communiquait sur ses objectifs zéro gaz à effet de serre en 2030. Ça, c'est un moment de communication important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est là aussi le chemin. Depuis quand IBM est sur ce chemin? Alors, on a peu communiqué là-dessus, mais depuis 50 ans, donc en 1971, IBM a annoncé sa politique environnementale. D'accord ? Et depuis déjà 30 ans, IBM sort tous les ans un rapport sur l'environnement et toutes les actions qui sont prises. Et là, récemment, en fin d'année dernière, il y a eu les 17 objectifs de développement durable alignés avec toutes les actions qu'IBM met en œuvre là-dessus. En janvier, on a annoncé qu'on rejoignait l'initiative du MIT autour du climat. Et là, le 16 février, l'annonce qu'en 2030, on sera à zéro net d'émissions de gaz à effet de serre. Or, à la fois par la réduction des émissions, par augmentation de l'achat d'énergie renouvelable. On est à quasi 50% aujourd'hui d'achat d'énergie renouvelable pour tout IBM dans le monde quand même. Et on a comme projet d'être à 90% en 2030. Et puis notre recherche, la recherche d'IBM est très forte, développe beaucoup de choses sur des sujets liés à l'environnement et l'énergie, la santé, l'alimentation, etc., notamment des membranes pour capturer le CO2. Donc il y a vraiment des projets de recherche pour améliorer tous ces problèmes autour du CO2. On parlait tout à l'heure avec Pierre Ménard
de l'agilité, de la capacité d'autonomie des étudiants. Moi, je voudrais qu'on évoque aussi le bassin de recrutement. Est-ce que l'un de vos objectifs, c'est de varier l'origine des étudiants qui rentrent dans vos écoles? C'est clair, on l'a déjà fait, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, les grandes écoles recrutaient essentiellement sur les classes préparatoires aux grandes écoles, où il y a effectivement une formation scientifique très très poussée. On a élargi parce qu'on a besoin, alors nous les écoles, mais surtout les entreprises, on a besoin de gens plus agiles sur la technologie. Donc on a élargi au champ des IUT, des BTS, des gens plus agiles dans les projets. On se tourne maintenant vers les bacheliers de la filière technologique, qui sont des jeunes qui ont été beaucoup formés par le projet et qui ont une grande agilité, des grandes capacités d'organisation, de travail en groupe. Et parce qu'on veut... on l'a dit tout à l'heure avec Pierre Ménard, on fait de plus en plus de formations par projet et on a besoin de constituer des équipes projets avec des étudiants qui sont légèrement différents les uns des autres parce qu'ils ont des compétences différentes et complémentaires. Donc on a besoin de cet élargissement de notre base de recrutement. Pour terminer, Claire Schmitt, sur les attentes, encore une fois, des entreprises, je parlais de cette variété des profils. Est-ce que vous continuez de former finalement, quand un jeune diplômé arrive, en fait, sa formation, elle continue, on peut dire ça, et elle continue peut-être même pendant longtemps? Alors, on attache une grande importance à la diversité des origines, diversité d'origine sociale, de genre et hommes-femmes. Hein. On essaye de recruter 45% de jeunes femmes aujourd'hui. Quant à la formation, moi qui suis rentrée chez IBM il y a 32 ans, j'ai été formée 9 mois alors que j'étais déjà ingénieure en informatique. Et aujourd'hui, la formation est continue. On a même la chance d'avoir accès à un portail personnalisé de formations qui nous sont proposées en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on sait, de ce qu'on veut devenir et de ce qu'on a envie d'apprendre. Autant, comme disait Pierre Ménard, hard skills que soft skills. On a l'ensemble des formations proposées. Et on est censé en suivre entre 80 et 100 heures par an, ce qui est beaucoup pour un professionnel déjà bien occupé. Mais la formation est un élément clé aujourd'hui. Donc que les jeunes ne s'inquiètent pas sur les métiers du futur, puisque de toute façon, ils apprendront au fur et à mesure de leur carrière. Merci beaucoup, merci à tous les deux. On va maintenant découvrir l'un des lauréats du concours. On parle hydrogène avec lui. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bonjour Louis Fourcade, bienvenue. Bonjour, merci. Et bravo, puisque vous êtes l'un des lauréats de ce concours organisé dans le cadre de la cérémonie des arts et métiers pour la transition énergétique. Vous étiez 4 étudiants, c'est ça, à présenter ce projet. Il faut citer les 3 autres. Tout à fait. Alors on était 4 sur le projet. Il y avait Raphaël Lopez, Thomas Chapou et Mayol Lacoste. Voilà. Et c'était quoi le cahier des charges, le point de départ de ce concours? Qu'est-ce qu'on vous demandait? Alors l'objectif du concours, c'était décarboner son campus. Donc il y avait 3 axes, un axe industrie, mobilité et bâtiment. Et donc il fallait proposer une solution qui permettrait de décarboner ce campus. Quel projet vous avez présenté? Alors nous, on s'est positionné sur l'axe industrie. Et l'objectif, c'était de proposer un produit innovant en lien avec l'hydrogène, puisqu'on sait que c'est une filière qui est naissante, qui est en pleine ébullition, et il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et donc de proposer un générateur d'énergie fonctionnant avec de l'hydrogène pour alimenter les ateliers de nos écoles, grâce à une réaction d'hydrolyse propre et décarbonée. Pourquoi vous avez un petit peu répondu à la question, mais on peut rentrer en détail. Pourquoi vous avez choisi l'hydrogène? Parce que vous vous dites, la France est en train de créer cette filière, donc ce qu'on fait là pour le campus, ça nous servira plus tard. Il y a cette idée. Alors en fait, moi, je suis dans une démarche entrepreneuriale depuis cette année. Et donc voilà, on constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités dans le monde de l'hydrogène. Il y a beaucoup d'aides et beaucoup de boîtes se lancent en ce moment sur l'hydrogène. Et donc on s'est dit, autant en profiter et se positionner sur cette filière-là. Ça veut dire que cette solution que vous avez imaginée pour le campus, elle est applicable ailleurs? Elle est totalement applicable ailleurs, oui, tout à fait. Sur des solutions mobiles, sur des zones un peu reculées, en manque d'énergie. Et elle va être mise en place? Et l'objectif, sur le campus Arts et Métiers? L'objectif, c'est qu'elle soit effectivement mise en place. Donc si tout se passe bien, si le planning est tenu, d'ici cet été, on aura un premier prototype qui pourra être implémenté et testé en conditions réelles. On parle de l'ingénieur du futur dans cette émission depuis tout à l'heure. Vous êtes particulièrement concerné. Vous l'imaginez comment? On disait tout à l'heure, la complication, c'est de se dire que
alors les pourcentages varient selon les études, mais 70, 75, 80% des métiers des années 2030-2040 n'existent pas encore. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez ces chiffres-là ? Effectivement, on sera sûrement dans quelques temps, quand on va arriver sur le marché de l'emploi, dans des boulots qui n'existent pas encore. Ouais. En revanche, je pense qu'on est armé, de par notre formation scientifique, à toute éventualité, tout nouveau métier. Je pense qu'on n'aura pas de souci à s'acclimater au nouveau changement. Ouais. Quand vous entendez le directeur des arts et métiers, mais aussi d'autres, parler d'aventure et dire que votre génération finalement a un défi, qui est sauver le monde, ça met un peu la pression quand même. Ça met la pression. Après, il faut rester humble. C'est pas à nous de prendre cette responsabilité en totalité. Mais c'est vrai qu'il faut être conscient que plus le temps passe et plus on va se retrouver face à un mur écologique. Et donc, effectivement, on a un rôle à jouer et à assumer. Et ça joue dans vos choix. C'est vrai qu'il y a... J'avais reçu ici même un collectif pour un réveil écologique qui réunit des étudiants d'universités, de grandes écoles. C'est un mouvement qui vous touche, vous aussi, aux arts et métiers ? Effectivement. Aux arts et métiers, on a également différentes associations en lien avec cet éveil écologique. Ouais. Ça veut dire que vous mettez la pression, pardon de vous interrompre, aussi à la direction des arts et métiers pour faire évoluer le cursus, les formations, et puis on l'a vu avec ce concours, le fonctionnement même du campus. Alors je ne pense pas qu'on mette la pression sur nos administrations qui sont bien conscientes qu'il y a des projets à porter pour verdifier un peu nos activités. Mais effectivement, il y a des projets étudiants, il y a des initiatives étudiantes qui nous permettent de leur montrer qu'on veut être dans l'action et qu'on attend aussi leur soutien. Merci beaucoup, merci Louis Fourcade, encore bravo pour votre récompense avec vos collègues des arts et métiers. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur bismart.fr, ça c'est quand vous voulez, H24, 7 jours sur 7, ou alors sur les box, c'est à 9h, midi et 20h30. Salut à tous et à demain.